La Belle et la Bête et autres contes de Biblio Conte Collège. Les autres contes, Belote et Laidronette, Riquet à la houppe, Le vilain petit canard. La Belle et la Bête, Belote et Laidronette, de Madame le Prince de Beaumont. La Belle et la Bête. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, et, comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants. Il leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer, et on ne l'appelait quand elle était petite que la belle. Enfin, en sorte que le nom lui en resta, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les 2 aînées avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette, qui employait plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage, mais les 2 aînées répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvent un duc ou tout de moins un comte. La Belle, car je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune, la Belle, dis-je, remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser, mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait tenir compagnie à son père pendant quelques années. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien, et il ne lui resta rien qu'une maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller demeurer dans cette maison, et qu'en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre. Ses 2 filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville, et qu'elles avaient plusieurs amants qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune. Les bonnes demoiselles se trompèrent. Leurs amants ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait à cause de leur fierté, on disait « Elles ne méritent pas qu'on les plaigne, nous sommes bien aises de voir leurs orgueils abaissés. Qu'elles aillent fort les dames en gardant les moutons. » Mais en même temps, tout le monde disait « Pour la Belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. C'est une si bonne fille. Elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté. Elle était si douce, si honnête. » Il y eut même plusieurs gentilshommes qui voulurent l'épouser, quoiqu'elle n'eût pas un sou, mais elle leur dit qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner son père dans son malheur, et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et l'aider à travailler. La pauvre Belle avait été bien affligée d'abord de la perte de sa fortune, mais elle s'était dit à elle-même « Quand je pleurerai bien fort, cela ne me rendra pas mon bien. Il faut tâcher d'être heureuse sans fortune. » Quand elles furent arrivées à la maison de campagne, le marchand et ses 3 filles s'occupèrent à labourer la terre. La Belle se levait à 4 heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison et d'apprêter à dîner pour la famille. Elle eut d'abord beaucoup de peine car elle n'était pas accoutumée à travailler comme une servante, mais au bout de 2 mois, elle devint plus forte et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, elle jouait du clavecin ou bien elle chantait en filant. Ses 2 sœurs, au contraire, s'ennuyaient à la mort. Elles se levaient à 10 heures du matin, se promenaient toute la journée et s'amusaient à regretter leurs beaux habits et les compagnies. Voyez notre cadette, disait-elle entre elles, elle a l'âme basse et si stupide qu'elle est contente de sa malheureuse situation. Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la Belle était plus propre que ses sœurs et brillait dans les compagnies. Il admirait la vertu de cette jeune fille et surtout sa patience, car les sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison,
l'insulter à tout moment. Il y avait 1 an que cette famille vivait dans la solitude lorsque le marchand reçut une lettre pour laquelle on lui marquait qu'un vaisseau sur lequel il avait des marchandises venait heureusement d'arriver. Cette nouvelle tourna la tête à ces 2 cadettes qui pensaient jusqu'à la fin elle pourra quitter cette campagne où elles s'ennuyaient tant. Et quand elles virent leur père prêt à partir, elles les prirent de leur apporter des robes, des pelletines, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. La belle ne lui demandait rien, car elle pensait en elle-même que tout l'argent des marchands ne suffirait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose, lui dit son père. Puisque vous avez la bonté de penser à moi, lui dit-elle, je vous prie de m'apporter une rose, car il n'en vient point ici. Ce n'est pas que la belle se souciât d'une rose, mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de ses sœurs, qui auraient dit que c'était pour se distinguer qu'elle ne demandait rien. Le bonhomme partit, mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises, et après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que 30 000 pour arriver à la maison. Il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants, mais comme il fallait passer un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement, le vent était si grand qu'il le jeta 2 fois en bas de son cheval. La nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid, ou qu'il serait mangé des loups, qu'il entendait hurler autour de lui. Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière sortait d'un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercia 2 du secours qu'ils lui envoyaient, se hâta d'arriver à ce château, mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans la cour. Son cheval, qui le suivait, voyant une grande écurie ouverte, entra dedans, et ayant trouvé du foin et de l'avoine, le pauvre animal qui mourait de faim se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison où il ne trouva personne, mais étant entré dans une grande salle, il y trouva un bon feu, et une table chargée de viande où il n'y avait qu'un couvert, comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'à l'os. Il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même: le maître de la maison ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise, et sans doute ils viendront bientôt. Il attendit pendant un temps considérable, mais 11 heures ayant sonné quand il vit personne, il ne put résister à la faim, et prit un poulet qui mangea en 2 bouchées, et en tremblant, il but aussi quelques gouttes de vin, et devenu plus hardi, il sortit de la salle, et traversa plusieurs grands appartements, magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit, et comme il était minuit passé, qu'il était las, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. Il était 10 heures du matin quand il se leva le lendemain. Il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien, qui était tout gâté, assurément, dit-il en lui-même. Ce palais appartient à quelque bonne fée qui eut pitié de ma situation. Il regarda par la fenêtre et ne vit plus la neige, mais les berceaux des fleurs qui enchantaient la vue. Il rentra dans la grande salle où il avait soupé la veille. Il vit une petite table où il y avait du chocolat. Je vous remercie, madame la fée, dit-il tout haut, d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval, et comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la belle lui avait demandé une cueillite, une branche, il y avait plusieurs. En même temps, il entendit un grand bruit, et vit venir en lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrat, lui dit l'abbé d'une voix terrible. Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château, et, pour ma peine, vous me volez mes roses, que j'aime mieux que toute chose au monde. Il faut mourir pour réparer cette faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. »
Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête en joignant les mains: Monseigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous enfoncer en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. Je ne m'appelle pas point monseigneur, répondit le monstre, mais la bête. Je n'aime pas les compliments, moi, je veux qu'on dise ce que l'on pense. Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries, mais vous m'avez dit que vous aviez des filles. Je veux bien vous pardonner, à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place. Ne me raisonnez pas, partez. Si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans 3 mois. Le bonhomme n'avait pas dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre, mais il pensa, au moins j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. Il jura donc de revenir à la bête, lui dit qu'il pouvait partir quand il voudrait, mais ajouta-t-elle, je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides, retourne dans la chambre où tu as couché, tu y trouveras un grand coffre vide, tu peux y mettre tout ce qui te plaira, je le ferai porter chez toi. En même temps, la bête se retira, et le bonhomme dit en lui-même, s'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. Il retourna dans la chambre où il avait couché, et ayant trouvé une grande quantité de pièces d'or, il remplit le grand coffre dont la bête lui avait parlé, le ferma, et ayant repris son cheval qu'il retrouva dans l'écurie, il sortit de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu'il avait lorsqu'il était entré. Son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt, et en peu d'heures le bonhomme arriva devant sa maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui, mais au lieu d'être sensible à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en le regardant. Il tenait à la main la branche de rose qu'il apportait à la belle. Il le lui donna et lui dit: La belle, prenez ces roses, elles coûteront bien cher à votre malheureux père. Et tout de suite il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, ces deux aînés jetirent de grands cris et dirent des injures à la belle, qui ne pleurait point. Voyez ce que produit l'orgueil de cette petite créature, disait-elle. Que ne demandait-elle des ajustements comme nous? Mais non, mademoiselle voulait se distinguer. Elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas. Cela serait fort inutile, reprit la belle. Pourquoi pleurais-je la mort de mon père? Il ne périra point, puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles. Je veux me livrer à toute sa furie, et je me trouve fort heureuse, puisqu'en mourant, j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. Non, ma sœur, lui dirent ses 3 frères, vous ne mourrez pas, nous irons trouver ce monstre, et nous périrons sous ses coups si nous pouvons le tuer. Ne l'espérez pas, mes enfants, leur dit le marchand. La puissance de cette bête est si grande qu'il ne me reste aucune espérance de la faire périr. Je suis charmé du bon cœur de la belle, mais je ne veux pas l'exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre. Ainsi, je perdrai que quelques années de vie, et je ne regrette qu'à cause de vous, mes chers enfants. Je vous assure, mon père, lui dit la belle, vous n'irez pas à ce palais sans moi. Vous ne pouvez m'empêcher de vous suivre, quoique je sois jeune. Je ne suis pas fort attachée à la vie, et j'aime mieux être dévorée par ce monstre que de mourir de chagrin qui me donnerait votre perte. On est beau dire, la belle voulut absolument partir pour le beau palais, et ses sœurs en étant charmées parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie, le marchand était si occupé de la douleur de perdre sa fille qu'il ne pensait pas au coffre qu'il avait rempli d'or. Mais aussitôt qu'il se fut renfermé dans sa chambre pour se coucher, il fut bien étonné de le trouver à la ruelle de son lit. Il résolut de ne point dire à ses enfants qu'il était devenu riche parce que ses filles auraient voulu retourner à la ville et qu'il était résolu de mourir dans cette campagne, mais il confia ce secret à la belle, qui lui apprit qu'il était venu quelques gentilshommes pendant son absence, qu'il y avait 2 qui aimaient ses sœurs. Elle pria son père de les marier, car elles étaient si bonnes qu'elle les aimait et leur pardonnerait de tout son cœur le mal qu'elle lui avait fait.
Ces deux méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit avec son père, mais ses frères pleuraient tout de bon. On sait bien que le marchand, il n'y avait que la belle qui ne pleurait point, parce qu'elle ne voulait pas augmenter leur douleur. Le cheval prit la route du palais, et sur le choix, il l'aperçut illuminé comme la première fois. Le cheval fut tout seul à l'écurie, et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle, où il trouva une table magnifique, servie avec 2 couverts. Le marchand n'avait pas le cœur à manger, mais la belle s'efforça de paraître tranquille, se mit à table et le servit, puis elle se dit en elle-même: la bête veut m'engraisser avant de me manger, puisqu'elle me fait si bonne chère. Quand ils eurent soupé, ils entendirent un grand bruit, et le marchand dit adieu à sa pauvre fille en pleurant, car il pensait que c'était la bête. La belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible figure, mais elle se rassura de son mieux, et le monstre lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue, elle lui dit en tremblant que oui. Vous êtes bien bonne, dit la bête, et je vous suis bien obligée. Bonhomme, partez demain matin, et ne vous avisez jamais de revenir ici. Adieu, la belle. Adieu, la bête, répondit-elle, et tout de suite le monstre se retira. Ah, ma fille, dit le marchand en embrassant la belle, je suis à demi mort de frayeur. Croyez-moi, laissez-moi ici. Non, mon père, lui dit la belle avec fermeté. Vous partirez demain matin et vous m'abandonnerez au secours du ciel. Peut-être aura-t-il pitié de moi. Ils furent se coucher et croyaient ne pas dormir de toute la nuit. Mais à peine furent-ils dans leur lit que les yeux se fermèrent. Pendant son sommeil, la belle vit une dame qui lui dit: je suis contente de votre bon cœur, la belle. La bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père ne demeurera point sans récompense. La belle s'éveilla, raconta son songe à son père. Quoiqu'il le consolât un peu, cela ne l'empêcha pas de jeter de grands cris quand il fallut se séparer de sa chère fille. Lorsqu'il fut parti, la belle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer aussi. Bon, comme elle avait beaucoup de courage, elle se recommanda à Dieu et résolut de ne point se chagriner pour le peu de temps qu'elle avait à vivre, car elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir. Elle résolut de se promener en attendant et de visiter ce beau château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté. Mais elle fut bien surprise de trouver une porte dans laquelle il avait écrit « Appartement de la belle ». Elle ouvrit cette porte avec précipitation et fut éblouie par de la magnificence qui y régnait. Mais ce qui frappa le plus sa vue, ce fut une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique. « On ne veut pas que je m'ennuie, dit-elle tout bas. Elle pensa ensuite: si je n'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne m'aurait pas fait une telle provision. Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or: souhaitez commander, vous êtes ici la reine et la maîtresse. Hélas, dit-elle en soupirant, je ne souhaite rien que de voir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. Elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa surprise en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Ses sœurs venaient devant de lui, et malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître affligées, la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœur paraissait sur leur visage. Un moment après, tout cela disparut, et la belle ne put s'empêcher de penser à la bête qui était bien complaisante et qu'elle n'avait rien à craindre d'elle. À midi, elle trouva la table mise, et pendant son dîner, elle entendit un excellent concert, quoiqu'il ne vit personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit qui faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. « La belle, lui dit ce monstre, voulez-vous bien que je vous voie souper? »« Vous êtes le maître ?» répondit la belle en tremblant. « Non, répondit la bête. Il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller. Si je vous ennuie, je sortirai tout de suite.
Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid? Cela est vrai, dit la belle, car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes fort bon. Vous avez raison, dit le monstre, mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien que je ne suis qu'une bête. On n'est pas bête, reprit la belle, quand on croit n'avoir point d'esprit. Un sot n'a jamais su cela. Mangez donc, la belle, lui dit le monstre, et tâchez de ne point vous ennuyer dans votre maison, car tout ceci est à vous et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté, dit la bête. Je vous avoue que je ne suis bien contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid. Oh, dame, oui, répondit la bête. J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la belle, et vous aiment mieux que votre figure, que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un cœur faux, corrompu, ingrat. Si j'avais de l'esprit, dit la bête, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier, mais je suis stupide, et tout ce que je puis vous dire, c'est que je vous suis bien obligée. La belle soupa de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur du monstre, mais elle manqua à mourir de frayeur lorsqu'il lui dit « La belle, voulez-vous être ma femme ?» Elle fut quelque temps sans répondre. Elle avait peur d'exciter la colère du monstre en le refusant. Elle lui dit pourtant en tremblant « Non, la bête. » Dans le moment, ce pauvre monstre voulut soupirer, et il fit un sifflement si épouvantable que tout le palais en retentit. Mais la belle fut bientôt rassurée, car la bête lui ayant dit tristement « Adieu donc, la belle !» sortit de la chambre, en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. La belle, se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre bête. « Hélas, disait-elle, c'est bien dommage qu'elle soit si laide. Elle est si bonne. » La belle passa 3 mois dans ce palais, avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la bête lui rendait visite, l'entretenait pendant le souper avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu'on appelle esprit dans le monde. Chaque jour, la belle découvrait de nouvelles bontés de ce monstre. L'habitude de le voir l'avait accoutumé de sa laideur. Loin des craintes le moment de sa visite, elle regardait souvent à sa montre pour voir s'il était bientôt 9 heures, car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la belle, c'est que le monstre, avant de se coucher, lui demandait toujours s'il voulait être sa femme. Elle paraissait pénétrée de douleur lorsqu'elle lui disait que non, et elle lui dit un jour « Vous me chagrinez, la bête. Je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais. Je serai toujours votre amie, tâchez de vous contenter de cela. » « Il faut bien, reprit la bête, je vous rends justice, je sais que je suis bien horrible, mais je vous aime beaucoup. Cependant, je suis trop heureux de ce que vous me vouliez bien rester ici. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. » La belle rougit à ces paroles. Elle avait vu dans son miroir que son père était malade de chagrin de l'avoir perdu, et elle souhaitait le revoir. « Je pourrais bien vous promettre, dit-elle à la bête, de ne jamais vous quitter tout à fait, mais j'ai tant envie de revoir mon père que je mourrais de douleur si je me refusais ce plaisir. J'aime mieux mourir moi-même, dit le monstre, que de vous donner ce chagrin. Je vous enverrai chez votre père, vous resterez, et votre pauvre bête en mourra de douleur. » « Non, dit la bête, la belle en pleurant, je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans 8 jours. Vous m'avez fait voir que mes sœurs sont mariées, que mes frères sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul. Souffrez que je reste chez lui 1 semaine. Vous y serez demain au matin, dit la bête. Vous souvenez-vous de votre promesse? Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir. Adieu, la belle. La bête soupira selon sa coutume en disant ces mots, et la belle se coucha toute triste de l'avoir affligée. Quand elle se réveilla le matin, elle se trouva dans la maison de son père, et, ayant sonné une clochette qui était à côté de son lit, elle vit venir la servante qui fit un grand cri en la voyant. Le bonhomme accourut et se crie
et manqua de mourir de joie en revoyant sa chère fille. Ils s'étaient embrassés plus d'un quart d'heure. La belle, après les premiers transports, pensa qu'elle n'avait point d'amis pour se lever, mais la servante lui dit qu'elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre plein de robes tout d'or garnies de diamants. La belle remercia la bonne bête de ses attentions. Elle prit la moins riche de ses robes et dit à la servante de serrer les autres dont elle voulait faire présent à ses sœurs. Mais à peine eut-elle prononcé ces paroles que le coffre disparut. Son père lui dit que la bête voulait qu'elle gardât tout cela pour elle, et aussitôt les robes et les coffres vinrent à la même place. La belle s'habilla et pendant ce temps, on fit avertir ses sœurs qui accoururent avec leur mari. Elles étaient toutes deux fort malheureuses. Léna avait épousé un gentilhomme beau comme l'amour, mais il était si amoureux de sa propre personne qu'il n'était occupé que de cela depuis le matin jusqu'au soir et méprisait la beauté de sa femme. La seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d'esprit, mais il n'en servait que pour faire arranger tout le monde, et sa femme toute la première. Les sœurs de la belle manquaient de mourir de douleur quand ils l'avaient rhabillée comme une princesse et plus belle que le jour. Elles se beau les caresser, rien ne put étouffer leur jalousie, qui augmenta beaucoup quand elles comptaient combien elle était heureuse. Ces deux jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer tout à leur aise. Elles se disent: pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse que nous? Nous sommes-nous plus aimables qu'elle? Ma sœur dit: il me vint une pensée. Tâchons de l'arrêter ici plus de 8 jours. Cette sotte bête se mettra en colère de ce qu'elle lui aura manqué de parole, et peut-être qu'elle la dévorera. Vous avez raison, ma sœur, répondit l'autre. Pour cela, il lui faut faire de grandes caresses. Et ayant pris cette résolution, elles remontèrent et firent tant d'amitié à leur sœur que la belle en pleura de joie. Quand les 8 jours furent passés, les deux sœurs s'arrachèrent les cheveux et firent tant les affliger de son départ qu'elle promit de rester encore 8 jours. Cependant, la belle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête, qu'elle aimait de tout son cœur, et elle s'ennuyait de ne plus le voir. Le 10e jour, elle passa chez son père. Elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais, qu'elle voyait la bête couchée sur l'herbe et prête à mourir, qui lui reprochait son ingratitude. La belle se réveilla en sursaut et versa des larmes. Ne suis-je pas bien méchante, dit-elle, de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance? Est-ce sa faute si elle est si laide et si elle a peu d'esprit? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser? Je serais plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leur mari. Ce n'est ni la beauté ni l'esprit d'un mari qui rendent une femme contente, c'est la bonté du caractère, la vertu, la complaisance. La bête a toutes ces bonnes qualités. Je n'ai point d'amour pour elle, mais j'ai de l'estime, de l'amitié et de la reconnaissance. Alors, il ne faut pas la rendre malheureuse. Je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude. À ces mots, la belle se lève, met sa bague sur la table et revint se coucher. À peine fut-elle dans son lit qu'elle s'endormit, et quand elle se réveilla le matin, elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête. Elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée en attendant 9 heures du soir. Mais l'horloge beau sonner, la bête ne parut point. La belle alors craignait d'avoir causé sa mort. Elle courut dans le palais en jetant des grands cris. Elle était au désespoir. Après avoir cherché partout, elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin vers la canal où elle l'avait vue en dormant. Elle trouva la pauvre bête étendue sans connaissance et crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son cœur sans avoir horreur de sa figure. En sentant que son cœur battait encore, elle prit de l'eau dans le canal et lui jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à la belle: vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim, mais je meurs content puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. Non, ma chère bête, vous ne mourrez point, lui dit la belle, vous vivrez pour devenir mon époux. Dès ce moment, je vous donne ma main et je jure que je ne serai qu'à vous
Et là, je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous. Mais la douleur que je sens me fait voir que je pourrais vivre sans vous. À peine la belle eut-elle prononcé ces paroles, qu'elle vit le château brillant de lumière, les feux d'artifice, la musique, tout lui annonçait une fête, mais toutes ces beautés n'arrêtèrent point sa vue. Elle se retourna vers sa chère bête, dont le danger la faisait frémir. Quelle fut sa surprise! La bête avait disparu. La remercia d'avoir fini son enchantement. Elle ne vit à ses pieds qu'un prince plus beau que l'amour. Quoique ce prince méritât son attention, elle ne put s'empêcher de lui demander où était la bête. Vous la voyez à vos pieds, lui dit le prince. Une méchante fée m'avait condamné à rester sous cette forme, jusqu'à ce qu'une belle fille consentît à m'épouser, et elle m'avait défendu de faire paraître mon esprit. Ainsi il n'y avait que vous dans le monde assez bonne pour vous laisser toucher à la bonté de mon caractère, et en vous offrant ma couronne, je ne puis que m'acquitter de l'obligation que je vous ai. La belle, agréablement surprise, donna la main à ce beau prince pour le relever. Ils allèrent ensemble au château, et la belle manqua mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père et toute sa famille, que la belle dame qui lui était apparue en songe avait transporté au château. Belle, lui dit cette dame, qui était une grande fée, venez de recevoir la récompense de votre bon choix. Vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit. Vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une personne. Vous allez devenir une grande reine. J'espère que le trône ne détruira pas vos vertus. Pour vous, mesdemoiselles, dit la fée, à deux sœurs de la belle, je connais votre cœur et toute la malice qu'il renferme. Devenez deux statues, mais conservez toute votre raison sous les pierres qui vous envelopperaient. Vous demeurez à la porte du palais de votre sœur, je ne vous impose point d'autre peine que d'être témoin de son bonheur. Vous ne pourrez redevenir dans votre premier état qu'au moment où vous reconnaîtrez votre faute, mais j'ai bien peur que vous ne restiez toujours statue. On se corrige de l'orgueil, de la colère, de la gourmandise, de la paresse, mais c'est une espèce de miracle de la conversion d'un cœur méchant et envieux. Dans le moment, la fée donna un coup de baguette qui transporta tous ceux qui étaient en cette salle dans le royaume du prince. Ces sujets qui revinrent avec joie, il épousa la belle, qui vécut avec lui fort longtemps et dans son bonheur parfait, parce qu'il était fondé sur la vertu. Belote et Laidronette. Il y avait une fois un seigneur qui avait deux filles jumelles, à qui l'on avait donné deux noms qui leur convenaient parfaitement. L'aînée, qui était très belle, fut nommée Belote, et la seconde, qui était fort laide, fut nommée Laidronette. On leur donna des maîtres, et jusqu'à l'âge de 12 ans, elles s'appliquèrent à leur exercice, mais alors leur mère fit une sottise, car sans penser qu'il leur restait encore bien des choses à apprendre, elle les mena avec elle dans les assemblées. Comme ces deux filles aimaient à se divertir, ils furent bien contentes de voir le monde. Elles n'étaient plus occupées que de cela, même pendant le temps de leurs leçons, en sorte que leur maître commençait à les ennuyer. Elles trouvèrent 1000 prétextes pour ne plus apprendre. Tantôt il fallait célébrer le jour de leur naissance, une autre fois il était prié à un bal, à une assemblée, et il fallait passer le jour à se coiffer. Une sorte qu'on écrivait souvent des cartes au maître pour le prix de ne point venir. D'un autre côté, le maître, qui voyait que les deux petites filles ne s'appliquaient plus, ne se souciait pas beaucoup de leur donner des leçons, car dans ce pays, les maîtres ne donnent pas leçons seulement pour gagner de l'argent, mais pour avoir le plaisir de voir avancer leurs écoliers. Ils n'y allaient donc guère souvent, et les jeunes filles en étaient bien aises. Elles vécurent ainsi 15 ans, et à cet âge, Belote était devenue si belle qu'elle faisait l'admiration de tous ceux qui la voyaient. Quand la mère menait ses filles en compagnie, tous les cavaliers faisaient la cour à Belote, d'une loin sa bouche, l'autre ses yeux, sa main, sa taille,
et pendant qu'elle lui donnait tous ses louanges, on ne pensait seulement pas que sa sœur fût au monde. Laidronette mourait de débit, d'être laide, et bientôt elle prit un grand dégoût pour le monde et les compagnies, où tous les honneurs et les préférences étaient pour sa sœur. Elle commença donc à souhaiter de ne plus sortir, et un jour elle était priée à une assemblée. Elle devait finir pour un bal. Elle dit à sa mère qu'elle avait mal à la tête et qu'elle souhaitait de rester à la maison. Elle s'y ennuya d'abord à mourir, et pour passer le temps, elle fut à la bibliothèque de sa mère pour chercher un roman. Elle fut bien fâchée de ce que sa sœur en avait emporté la clé. Son père aussi avait une bibliothèque, mais c'était de livres sérieux, et elle les haïssait beaucoup. Elle fut pourtant forcée d'en apprendre un. C'était un recueil de lettres, et en ouvrant le livre, elle trouva ce que je vais vous rapporter. Vous me demandez d'où vient que le plus grand parti des belles personnes sont extrêmement sottes et stupides. Je crois pouvoir vous en dire la raison. Ce n'est pas qu'elles aient moins d'esprit que les autres en venant au monde, mais c'est qu'elles négligent de le cultiver. Toutes les femmes ont de la vanité, elles veulent plaire. Une laide connaît qu'elle ne peut être aimée à cause de son visage. Cela lui donne la pensée de se distinguer par son esprit. Elle étudie donc beaucoup, et elle parvint à devenir aimable malgré la nature. La belle, au contraire, n'a qu'à se montrer pour plaire. Sa vanité est satisfaite. Comme elle ne réfléchit jamais, elle ne pense pas que sa beauté n'aura qu'un temps. D'ailleurs, elle s'est occupée de sa parure, du soin de courir les assemblées pour se montrer, pour recevoir des louanges, qu'elle n'aurait pas le temps de cultiver son esprit. Quand même, elle se connaîtrait la nécessité. Elle devint donc une sotte, tout occupée des péeries, de chiffons, de spectacles. Cela dure jusqu'à 30 ans, 40 ans ou plus, pourvu que la petite vérole ou quelques autres maladies ne viennent pas déranger sa beauté plus tôt. Mais quand on est plus jeune, on ne peut plus rien apprendre. Ainsi, cette belle fille, qui ne l'est plus, reste une sotte pour toute sa vie, quoique la nature lui ait donné autant d'esprit qu'un autre. Au lieu que la laide, qui est devenue fort aimable, se moque des maladies de la vieillesse qui ne peuvent rien lui ôter. Laidronette, après avoir lu cette lettre, qui semblait avoir été écrite pour elle, résolut de profiter des vérités qu'elle lui avait découvertes. Elle redemande à ses maîtres s'appliquer à la lecture, fait de bonnes réflexions sur ce qu'elle lit, et en peu de temps devient une fille de mérite. Quand elle était obligée de suivre sa mère dans les compagnies, elle se mettait toujours à côté des personnes à qui elle remarquait de l'esprit et de la raison. Elle leur faisait des questions et retenait toutes les bonnes choses qu'elle leur entendait dire. Elle prit même l'habitude de les écrire pour s'en mieux se souvenir, et à 17 ans, elle parlait et écrivait si bien que toutes les personnes de mérite se faisaient un plaisir de la connaître et d'entretenir un commerce de lettres avec elle. Les deux sœurs se marient le même jour. Belote épousa un jeune prince qui était charmant et qui n'avait que 22 ans. Laidronette épousa le ministre de ce prince. C'était un homme de 45 ans. Il avait reconnu l'esprit de cette fille et il l'estimait beaucoup, car le visage de celle qu'il prônait pour sa femme n'était pas propre à lui inspirer de l'amour. Il avoua à Laidronette qu'il n'avait que de l'amitié pour elle. C'était justement ce qu'elle demandait, et elle n'était pas point jalouse de sa sœur, qui épousait un prince qui était si fort amoureux d'elle, qu'elle ne pouvait le quitter une minute, et qui rêvait d'elle toute la nuit. Belote fut fort heureuse pendant 3 mois, mais au bout de ce temps, son mari, qui l'avait vue tout à son aise, commença à s'accoutumer à sa beauté, et à penser qu'il ne fallait pas renoncer à tout pour sa femme. Il fut à la chasse, il fit d'autres parties de plaisir dont elle n'était pas.
ce qui parut fort extraordinaire à Belote, car elle s'était persuadée que son mari l'aimerait toujours de la même force, et elle se crut la plus malheureuse personne du monde quand elle vit que son amour diminuait. Elle lui en fit des plaintes, il se fâcha. Il se recommandait, mais comme ces plaintes recommençaient tous les jours, le prince se fatigua de l'entendre. D'ailleurs, Belote ayant eu un fils, elle devint maigre et sa beauté diminua considérablement, en sorte qu'à la fin, son mari, qui n'aimait qu'en elle que sa beauté, ne l'aima plus du tout. Le chagrin qu'elle en conçut acheva de gâter son visage, et comme elle ne savait rien, sa conversation était fort ennuyeuse. Les jeunes gens s'ennuyaient avec elle, parce qu'elle était triste. Les personnes âgées, et qui avaient de bon sens, s'ennuyaient avec elle, parce qu'elle était sotte. En sorte, elle restait seule presque toute la journée. Ce qui augmentait son espoir, c'est que sa sœur, Laidronette, était la plus heureuse personne du monde. Son mari la consultait sur les affaires, qui lui confiait tout ce qu'il pensait. Il se conduisait par ses conseils. Il disait partout que sa femme était le meilleur ami qu'il ait eu au monde. Le prince même, qui était un homme d'esprit, se plaisait dans la conversation de sa belle-sœur. Il disait qu'il n'y avait pas moyen de rester une demi-heure sans bailler avec Belote, parce qu'elle ne savait parler que de coiffure et d'ajustement, en quoi il ne reconnaissait rien. Son dégoût pour sa femme devint tel qu'il l'envoya à la campagne, où elle eut chagrin, où le temps qu'il s'ennuya à son aise, où elle serait morte de chagrin si sa sœur Laidronette n'avait pas eu la charité d'aller voir le plus souvent qu'elle pouvait. Un jour qu'elle tâchait de la consulter, Belote lui dit : « Mais ma sœur, d'où vient donc la différence qu'il y a entre vous et moi ? Je ne puis m'empêcher de voir que vous avez beaucoup d'esprit, que je ne suis qu'une sotte. Cependant, nous étions jeunes et disait que j'en avais pour les moins autant que vous. » Laidronette alors raconta son aventure à sa sœur et lui dit : « Vous êtes fort fâchée contre votre mari parce qu'il vous a envoyé à la campagne. Cependant, cette chose que vous regardez comme le plus grand malheur de votre vie peut faire votre bonheur si vous le voulez. Vous n'avez pas encore 19 ans. Ce serait trop tard pour vous appliquer si vous étiez dans la dissipation de la ville, mais la solitude dans laquelle vous viviez vous laisse tout le temps nécessaire pour cultiver votre esprit. Vous n'en manquez rien, ma chère sœur, mais il faut l'ordonner par la lecture et les réflexions. » Belote trouva d'abord beaucoup de difficultés à suivre les conseils de sa sœur, pour l'habitude qu'elle avait contractée de perdre son temps en niaiseries, mais à force de se gêner, elle s'y réussit et fit des progrès surprenants dans toutes les sciences à mesure qu'elle devenait aussi raisonnable. Et comme la philosophie la consolait de ses malheurs, elle reprit son embonpoint et devint plus belle qu'elle n'avait jamais été. Mais elle ne s'en souciait pas du tout. Elle ne daignait même pas se regarder dans le miroir. Cependant, son mari avait appris un si grand dégoût pour elle qu'il fit casser son mariage. Ce dernier malheur pensa l'accabler, car elle aimait tendrement son mari. Mais sa sœur Laidronette vint au bout de la consoler. « Ne vous affligez pas, lui disait-elle. Je sais le moyen de vous rendre votre mari. Suivez seulement mes conseils et ne vous embarrassez de rien. » Comme le prince avait eu un fils de Belote et qui devait être son héritier, il ne se pressa point de prendre une autre femme et ne pensa qu'à se bien divertir. Il goûtait extrêmement la conversation de Laidronette. Il disait quelquefois qu'il ne se remarierait jamais, à moins qu'il ne trouvât une femme qui eût autant d'esprit qu'elle. « Mais si elle était aussi laide que moi, lui répondit-elle en riant. « En vérité, madame, lui dit le prince, cela ne m'arrêterait pas un moment. On s'accoutume à un laid visage. Le vôtre me paraît plus choquant, par l'habitude que j'ai de vous voir. Quand vous parlez, il ne s'en faut de rien que je vous trouve jolie.
Et puis, à vous dire la vérité, Belote m'a dégoûté des belles. Toutes les choses que je raconte, une stupide, je n'ose lui parler dans la crainte qu'elle ne me réponde une sottise. Cependant, le temps du carnaval arriva, et le prince crut qu'il se divertirait beaucoup s'il pouvait courir le bal sans être connu de personne. Il ne se confia qu'à Laidronette, et il la pria de se masquer avec lui, car comme elle était sa belle-sœur, personne ne pouvait y trouver à redire. Et quand on l'aura su, cela n'aurait pu nuire à sa réputation. Cependant, Laidronette en demanda la permission à son mari, qui y consentit d'autant plus volontiers qu'il avait lui-même mis cette fantaisie en tête du prince pour faire réussir le dessein qu'il avait de la réconcilier avec Belote. Il écrivit à cette princesse abandonnée des concerts avec son époux et marqua en même temps à sa sœur comment le prince avait été habillé. Dans le milieu de bal, Belote vint s'asseoir entre son mari et sa sœur et commença une conversation extrêmement agréable avec eux. D'abord, le prince crut reconnaître la voix de sa femme, mais elle ne peut parler qu'un demi-quart d'heure, qui perdit le soupçon qu'il avait eu au commencement. Le reste de la nuit passa si vite, à ce qu'il lui sembla qu'il se frotta les yeux quand le jour parut, croyant rêver, et demeura charmé de l'esprit de l'inconnu, qui ne put jamais engager à se démasquer. Tout ce qu'il en put obtenir, c'est qu'elle reviendrait au premier bal avec le même habit. Le prince y trouva des premiers, et quoique l'inconnu y arrivât un quart d'heure plus après lui, il l'accusa de paresse. Il lui jura qu'il s'était beaucoup impatienté. Il fut encore plus charmé de l'inconnu cette seconde fois que la première. Il avoua à Laidronette qu'il était amoureux comme un fou de cette personne. J'avoue qu'elle a beaucoup d'esprit, lui répondit sa confidente. Mais si vous voulez que je vous dise mon sentiment, je soupçonne qu'elle est encore plus laide que moi. Elle connaît que vous l'aimez et craint de perdre votre cœur quand vous verrez son visage. Ah, madame, dit le prince, que peut-elle lire dans mon âme? L'amour qu'elle m'a inspiré est indépendant de ses traits. J'admire ses lumières, l'étendue de ses connaissances, la supériorité de son esprit et la bonté de son cœur. Comment pouvez-vous juger la beauté de son cœur, lui dit Laidronette. Je vais vous le dire, reprit le prince, quand je lui ai fait remarquer de belles femmes, elle les a louées de bonne foi, et elle m'a même remarqué avec adresse des beautés qu'elles avaient et qui échappaient à ma vue. Quand j'ai voulu, pour l'éprouver, je contais les mauvaises histoires qu'on mettait sur compte de ces femmes. Elle a détourné étroitement le discours, ou bien elle m'a interrompu pour me raconter quelques belles actions de ces personnes. Et enfin, quand j'ai voulu continuer à m'affermer la bouche, en me disant qu'elle ne pouvait souffrir la médisance, vous voyez bien, madame, qu'une femme qui n'est point jalouse de celles qui sont belles, une femme qui prend plaisir à dire de point du chagrin du prochain, une femme qui ne peut souffrir de médisance, doit être une excellente caractère et ne peut manquer d'avoir un bon cœur. On ne manquera-t-il peut être heureux avec une telle femme? Quand même, elle serait aussi laide que vous le pensez. Je suis donc résolu à lui déclarer mon nom et à lui offrir le partager ma puissance. Effectivement, dans le premier bal, le prince apprit sa qualité à l'inconnu et lui dit qu'il n'y avait point de bonheur à espérer pour lui s'il n'obtenait pas sa main, mais malgré ses offres, Belote s'obstina à demeurer masquée, ainsi qu'elle en était convenue avec sa sœur. Voilà le pauvre prince une inquiétude épouvantable. Il pensait, comme Laidronette, que cette personne si spirituelle lui était un monstre puisqu'elle avait tant de répugnance à se laisser voir. Mais lorsqu'il se la peignit de la manière du monde la plus désagréable, cela ne diminuait point l'attachement, l'estime et le respect qu'il avait conçus pour son esprit et pour sa vertu. Il était tout prêt à tomber malade de chagrin lorsque l'inconnu lui dit « Je vous aime, mon prince, je ne chercherai point à vous le cacher.
Mais plus mon cœur est grand, plus je crains de vous perdre quand vous me reconnaîtrez. Vous figurez peut-être que j'ai des grands cœurs, des grands yeux, une petite bouche, de baldins, un teint de lys et des roses. Si par aventure j'allais me trouver des yeux louches, une grande bouche, un nez camard, des dents gâtées, vous me prierez bien vite de remettre mon masque. D'ailleurs, quand je ne serai pas si horrible, je sais que vous êtes inconstant. Vous avez aimé Belote à la folie, et cependant vous êtes en être dégoûté. Ah, madame, dit le prince, soyez mon juge. J'étais jeune quand j'épousai Belote, et je vous avoue que je ne m'étais jamais occupé qu'à la regarder, au point à l'écouter, mais lorsque je fus son mari, et que l'habitude de la voir eut dissipé mon illusion, imaginez-vous si ma situation dut être bien agréable. Quand je me trouvai seule avec mon épouse, elle me parlait d'une robe nouvelle qu'elle devait mettre le lendemain, des souliers de celle-ci, de diamants, de celle-là. S'il ne trouvait à ma table une personne d'esprit, et que l'on voulut parler en quelque chose de raisonnable, Belote commençait par bâillir et finissait par s'endormir. Je voulus essayer de l'engager à s'instruire, cela l'impatienta. Elle était devenue si ignorante qu'elle me faisait trembler et rougir toutes les fois qu'elle ouvrait la bouche. Et avec tous ses défauts de sotte, quand elle s'était fourré une chose dans la tête, il n'était pas possible de l'en faire revenir en lui donnant des bonnes raisons, car nous pouvions les comprendre. Elle était jalouse, médisante, méfiante. Encore, s'il m'avait été permis de me désennuyer d'un autre côté, j'aurais patience, mais ce n'était là son compte. Elle voulut que le sot amour qu'elle m'avait inspiré eût donné toute ma vie et me rendit son esclave. Vous voyez bien qu'elle m'a mise dans la nécessité de faire casser mon mariage. J'avoue que vous étiez à plaindre, lui répondit l'inconnu, mais tout ce que vous dites ne me rassure point. Vous dites que vous m'aimez, mais voyez, si vous serez assez hardi pour m'épouser aux yeux de tous vos sujets, sans m'avoir vu, je suis le plus heureux du monde de tous les hommes. Puisque vous ne demandez que cela, répondit le prince, venez dans mon palais avec laidronette, et demain, dès le matin, je ferai assembler mon conseil pour vous épouser à ses yeux. Le reste de la nuit parut bien long au prince, et avant de quitter le bal, s'étant démasqué, il ordonna à tous les seigneurs de la cour de se rendre dans son palais. Il fit avertir tous les ministres. Ce fut en leur présence qu'il raconta ce qui lui était arrivé avec l'inconnu. Et après avoir fini son discours, il jura de n'avoir jamais d'autre épouse qu'elle, telle que put être sa figure. Il n'y eut personne qui ne crut, comme le prince, que celle qui épousait ainsi ne fut horrible à voir. Quelle fut la surprise d'abord de toutes les assistantes lorsque Belote, s'étant démasquée, leur fit voir les belles personnes qu'on put imaginer. Ce qu'il eut de plus singulier, c'est que le prince ni les autres n'y les reconnurent pas d'abord, tant le repos et la solitude l'avaient embelli. On se disait seulement, tout bas, que l'autre princesse ne lui ressemblait en laide. Le prince, extasié d'être trompé si agréablement, ne pouvait parler, mais Laidronette rompit le silence pour féliciter sa sœur du retour de la tendresse de son époux. Quoi, s'écria le prince, cette charmante et spirituelle personne est Belote? Par quel enchantement est-elle jointe au charme de la figure, ceux de l'esprit et du caractère qui lui manquaient absolument? Quelque fait favorable a-t-elle fait ce miracle en sa faveur? Il n'y a point de miracle, reprit Belote. J'avais négligé de cultiver les dons de la nature. Mes malheurs, la solitude et les conseils de ma sœur m'ont ouvert les yeux et m'ont engagé à acquérir des grâces. À l'épreuve du temps et des maladies, et ces grâces m'ont inspiré un attachement à l'épreuve de l'inconstance, lui dit le prince en l'embrassant. Effectivement, il aima tout avec une fidélité qui lui fit oublier ses malheurs passés. Riquet à la houppe. Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid
et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Une fée qui se trouva à sa naissance assura qu'il ne laisserait pas d'être aimable, parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Elle ajouta même qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'il en aurait à celle qu'il aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien affligée d'avoir mis au monde un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler qu'il dit 1000 jolies choses, et qu'il avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel, qu'on en était charmé. J'oubliais de dire qu'il vint au monde avec une petite houppe, ce cheveu sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet la houppe, car Riquet était le nom de la famille. Au bout de 7 ou 8 ans, la reine d'un royaume voisin accoucha de 2 filles. La première qui vient au monde était plus belle que le jour. La reine en fut si aise qu'on appréhenda que la trop grande joie qu'elle en avait ne lui fit mal. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente, et pour modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse n'aurait point d'esprit et qu'elle serait aussi stupide qu'elle était belle. Cela mortifia beaucoup la reine, mais de quelques moments après un bien plus grand chagrin, car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide. Ne vous affligez point, tante, madame, lui dit la fée. Votre fille sera récompensée d'ailleurs, et elle aura tant d'esprit qu'on ne s'apercevra presque pas qu'il lui manque de la beauté. Dieu la veille, répondit la reine, mais n'y aurait-il point moyen de faire avoir un peu d'esprit à l'aînée qui est si belle? Je ne puis rien pour elle, madame, du côté de l'esprit, lui dit la fée, mais je puis tout du côté de la beauté, et comme il n'y a rien que je ne veuille faire pour votre satisfaction, je vais lui donner pour don de pouvoir rendre beau ou belle la personne qui lui plaira. À mesure que ces 2 princesses devinrent grandes, leur perfection crut aussi avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l'aînée et de l'esprit de la cadette. Il est vrai aussi que leurs défauts augmentaient beaucoup avec l'âge. La cadette enlaidait à vue d'œil, et l'aînée devenait plus stupide de jour en jour, où elle ne répondait rien à ce qu'on lui demandait, où elle disait une sottise. Elle était avec cela si maladroite qu'elle ne put ranger 4 porcelaines sur le bord d'une cheminée sans casser une, d'y boire un verre d'eau sans répandre la moitié sur ses habits. Quoique la beauté soit un grand avantage dans une jeune personne, cependant la cadette l'emportait presque toujours sur son aînée dans toutes les compagnies. D'abord on allait du côté de la plus belle pour la voir et pour l'admirer, mais bientôt après on allait à celle qui avait le plus d'esprit pour lui entendre dire 1000 choses agréables, et on était étonné qu'en moins d'un quart d'heure l'aînée n'avait plus personne auprès d'elle, et que tout le monde s'était rangé autour de la cadette. L'aînée, quoique fort stupide, le remarqua bien, et elle lui donnait son regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l'esprit de sa sœur. La reine, toute sage qu'elle était, ne put s'empêcher de le reprocher plusieurs fois sa bêtise, ce qui pensa fait mourir la douleur de cette pauvre princesse. Un jour qu'elle s'était retirée dans un bois pour y plaindre son malheur, elle vit venir à elle un petit homme fort laid et fort désagréable, mais très magnifiquement vêtu. C'était le jeune prince Riquet à la houppe, qui, étant devenu amoureux d'elle d'après ses portraits qui couraient par tout le monde, avait quitté le royaume de son père pour avoir le plaisir de la voir et de lui parler. Ravi de la rencontrer ainsi toute seule,
Il l'aborde avec tout le respect et toute la politesse imaginable. Ayant remarqué, après lui avoir fait les compliments ordinaires, qu'elle était fort mélancolique, il lui dit: Je ne comprends point, madame, comment une personne aussi belle que vous l'êtes peut être aussi triste que vous le paraissez, car, quoique je puisse me vanter d'avoir vu une infinité de belles personnes, je puis dire que j'en ai jamais vu dont la beauté approche de la vôtre. Cela vous plaît à dire, monsieur, lui répondit la princesse, et en demeure là. La beauté, reprit Riquet à la houppe, y a un si grand avantage qu'il doit tenir lieu de tout le reste, et quand on le possède, je ne vois pas qu'il y ait rien qui puisse nous affliger beaucoup. J'aimerais mieux, dit la princesse, être aussi laid que vous et avoir de l'esprit, que d'avoir de la beauté, comme j'en ai, et être bête autant que je le suis. Il n'y a rien, madame, qui marque davantage qu'on a de l'esprit que de croire n'en pas avoir. Il est de la nature de ce bien-là, et plus on en a, plus on croit en manquer. Je ne sais pas cela, dit la princesse, mais je sais bien que je suis fort bête, et c'est de là que vient le chagrin qui me tue. Si ce n'est que cela, madame, qui vous afflige, je puis aisément mettre fin à votre douleur. Et comment feriez-vous, dit la princesse. J'ai le pouvoir, madame, dit Riquet à la houppe, de donner de l'esprit autant qu'on en saurait avoir à la personne que je dois aimer le plus. Et comme vous êtes, madame, cette personne, il ne tiendra qu'à vous que vous n'ayez autant d'esprit qu'on aura pu avoir, pourvu que vous vouliez bien m'épouser. La princesse demeura tout interdite, et n'y répondit rien. Je vois, reprit Riquet à la houppe, que cette proposition vous fait de la peine, et je m'en étonne pas, mais je vous donne un an tout entier pour vous y résoudre. La princesse, qui avait si peu d'esprit, et en même temps une si grande envie d'en avoir, qu'elle s'imagina que la fin de cette année ne viendra jamais, de sorte qu'elle accepta la proposition qui lui était faite. Elle n'eut pas plutôt promis à Riquet à la houppe qu'elle l'épouserait dans un an, à pareil jour, qu'elle se sentit tout autre qu'elle n'était auparavant. Elle se trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait et de le dire d'une manière fine, aisée et naturelle. Elle commença dès ce moment une conversation galante et soutenue avec Riquet à la houppe, où elle brilla de telle sorte que Riquet à la houppe crut lui avoir donné plus d'esprit qu'il n'en était réservé pour lui-même. Quand elle fut retournée au palais, toute la cour ne le savait que penser qu'un changement si subit et si extraordinaire, car autant qu'on lui avait ouï dire d'impertinence auparavant, autant lui entendait-on dire des choses bien sensées et infiniment spirituelles. Toute la cour eut une joie qui ne se peut imaginer. Il n'y a eu que cette cadette qui n'en fut pas bien aisée, parce que n'ayant plus sur son aîné l'avantage de l'esprit, elle ne paraissait plus auprès d'elle qu'une guénon fort désagréable. Le roi se conduisit selon ses avis, et allait même quelquefois tenir le conseil dans son appartement. Le bruit de ce changement s'étant répandu, tous les jeunes princes des royaumes voisins firent leurs efforts pour s'en faire aimer, et presque tous le demandèrent en mariage, mais n'en trouvaient point qui eût assez d'esprit, et à les écouter tous sans s'agacer un l'un d'eux. Cependant, il en vint si puissant, si riche, si spirituel, et si bien fait, qu'elle ne put s'empêcher de voir de la bonne volonté pour lui. Son père, s'en étant aperçu, lui dit qu'il la faisait maîtresse sur le choix d'un époux, et qu'elle n'avait qu'à se déclarer. Comme plus on a d'esprit et plus on a de peine à prendre une ferme résolution sur cette affaire, elle demanda, après avoir remercié son père, qu'il lui donnât du temps pour y penser. Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avait trouvé Riquet à la houppe pour rêver plus commodément à ce qu'elle avait à faire.
Dans le temps qu'elle se promenait, revint profondément, elle entendait un bruit sourd sous ses pieds, comme de plusieurs personnes qui vont et viennent et qui agissent. Ayant prêté l'oreille plus attentivement, à lui que l'on disait « Apporte-moi cette marmite », l'autre « Donne-moi cette chaudière », l'autre « Mets du bois dans ce feu ». La terre s'ouvrit dans le même temps, et elle vit sous ses pieds comme une grande cuisine pleine de cuisinières, de marmitons et de toutes sortes d'officiers. Nécessaire pour faire un festin magnifique, il en sortit une bande de 20 ou 30 rôtisseurs, qui allèrent se camper dans une allée de bois autour d'une table fort longue, et qui, tous, la l'ardoise à la main, et la queue du renard sur l'oreille, se mirent à travailler en cadence au son d'une chanson harmonieuse. La princesse, étonnée de ce spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient. C'est, madame, lui répondit le plus apparent de la bande, pour le prince Ricaloupe, dont les noces se feront demain. La princesse, encore plus surprise qu'elle ne l'avait été, en se ressouvenant tout à coup qu'il y avait un an qu'un pareil jour elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe, pensa tomber de son haut. Ce qui faisait qu'elle ne s'en souvenait pas, c'est que, quand elle fit cette promesse, elle était une bête, et qu'en prenant le nouvel esprit que le prince lui avait donné, elle avait oublié toutes ses sottises. Elle n'eut pas fait 30 pas en continuant sa promenade, que Riquet à la houppe se présenta à elle, brave, magnifique, et comme un prince qui va se marier. Vous me voyez, dit-il, madame, exacte à tenir ma parole. Je ne doute point que vous ne veniez ici pour exécuter la vôtre, et me rendre en me donnant la main, le plus heureux de tous les hommes. Je vous avouerai franchement, répondit la princesse, que je n'ai pas encore pris ma résolution là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre telle que vous le souhaitez. Vous m'étonnez, madame, lui dit Riquet à la houppe. Je le crois, dit la princesse, et assurée, si j'avais affaire à un brutal, à un homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassée. Une princesse n'a que sa parole, me dirait-il, et il faut que vous m'épousiez, puisque vous me l'avez promis. Mais comme celui à qui je parle est l'homme du monde qui a le plus d'esprit, je suis sûre qu'il entendra raison. Vous savez que, quand j'étais une bête, je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser. Comment voulez-vous qu'ayant l'esprit que vous m'avez donné, qui me rend encore plus difficile aux gens que je n'étais, je prenne aujourd'hui une résolution que je n'ai pas pu prendre dans ce temps-là. Si vous pensiez tout de bon à m'épouser, vous avez un grand tort de m'ôter ma bêtise et de me faire voir plus clair que je ne voyais. Si un homme sans esprit, répondit Riquet à la houppe, serait bien reçu, comme vous venez de le dire, à vous reprocher votre manque de parole, pourquoi voulez-vous, madame, que j'en use pas de même dans une chose où il y va de tout le bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que la personne qui ont de l'esprit soit d'une pire condition que ceux qui n'en ont pas? Ne pouvez-vous prétendre, vous qui en avez tant, et qui en avez tant souhaité d'en avoir? Mais venons en fait, s'il vous plaît, à la réserve de ma laideur. Y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaît? Êtes-vous mal content de ma naissance, de mon esprit, de mon humeur et de mes manières? Nullement, répondit la princesse. J'aime en vous tout ce que vous venez de me dire. Si c'est cela, et ainsi, reprit Calaou, je vais être heureux puisque vous pouvez me rendre plus aimable de tous ces hommes. Comment cela se peut-il faire? Lui dit la princesse. Cela se fera, répondit Riquet à la houppe, si vous m'aimez assez pour souhaiter que cela soit. Et enfin, madame, que vous n'en doutiez pas. Sachez que la même fée qui un jour de ma naissance me fit le don de pouvoir rendre spirituel qui me plairait, vous a aussi fait le don de pouvoir rendre beau celui qui vous aimerait et à qui vous voudrez bien faire cette faveur.
Si la chose est ainsi, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince du monde le plus beau et le plus aimable, et je vous en fais le don autant qu'il m'est possible. La princesse ne pas plutôt prononcer ces paroles que Ricalao parut à ses yeux l'homme du monde le plus beau, le plus mieux et le mieux fait et le plus aimable qu'elle ait jamais vu. Quelques-uns assurent que ce furent point les charmes de la fée qui opérèrent, mais que l'amour seul fit cette métamorphose. Ils disent que la princesse ayant fait réflexion de la persévérance de son amant sur sa discrétion et sur toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus les difformités de son corps, ni la laideur de son visage, que sa bosse ne lui sembla plus que de bons airs d'un homme qui fit le gros dos, et qu'au lieu que jusqu'alors elle l'avait vu boiter effroyablement, elle ne lui trouva plus qu'un certain air penché qui la charmait. Ils disent encore que ses yeux, qui étaient louches, ne lui parurent que plus brillants, que leur dérèglement passa dans son esprit par la marque d'un violent accès d'amour, et qu'enfin son gros nez rouge pour elle quelque chose de martial et d'héroïque. Quoi qu'il en soit, la princesse lui promit sur le champ de l'épouser, pourvu qu'il obtient le consentement du roi son père. Le roi ayant su que la fille avait beaucoup d'estime pour Ricalao, qu'il connaissait d'ailleurs pour un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour son gendre. Dès le lendemain, les noces furent faites, ainsi que Ricalao l'avait prévu, et selon les ordres qu'il en avait donnés longtemps auparavant. Le vilain petit canard, que la campagne était belle, on était au milieu de l'été, les blés agitaient des épis d'un jaune magnifique, l'avoine était verte et dans les prairies le foin s'élevait en monceau, adorant la cigogne, se promenait sur ses longues jambes rouges, en bavardant de l'égyptien, langue qu'elle avait apprise de madame sa mère. Autour des champs et des prairies s'étendaient de grandes forêts coupées de lacs profonds. Oui, vraiment, la campagne était bien belle. Les rayons du soleil éclairaient de tout leur éclat un vieux domaine entouré de larges fossés et de grandes feuilles de bardane descendaient du mur jusque dans l'eau. Elle était si haute que les petits enfants pouvaient se cacher dessous, et qu'au milieu d'elle on pouvait trouver une solitude aussi sauvage qu'au centre de la forêt. Dans une de ces retraites, une canne avait établi son nid et couvait ses œufs. Il tardait de bien de voir ses petits éclore. Elle ne recevait guère de visites, car les autres aimaient mieux nager dans les fossés que de venir jusque sous les bardanes pour barboter avec elle. Enfin, les œufs commencèrent à crever, les uns après les autres. On entendit pip pip. C'étaient les petits canards qui vivaient et tentaient leur coup en dehors. Rap rap, tirent-ils ensuite en faisant tout le bruit qu'ils pouvaient. Ils regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes, et la mer les laissait faire, car le vert réjouit les yeux. Que le monde est grand, dirent les petits nouveau-nés, et l'endroit même où ils se trouvent en sortie de leur œuf. Vous croyez donc que le monde finit là, dit la mère. Oh non, il s'étend bien plus loin de l'autre côté du jardin, jusque dans le champ du curé, mais je n'y suis jamais allée. Êtes-vous tous là? Continua-t-elle en se levant. Non, le plus gros œuf n'a pas bougé. Dieu, que cela dure longtemps. J'en ai assez. Et elle se remit à couver, mais d'un air contrarié. Eh bien, comment cela se fait-il? Dit une vieille canne qui était venue lui rendre visite. Il n'y a plus que celui-là que j'ai toute la peine du monde à faire crever. Regardez un peu les autres. Ne trouvez-vous pas que ceux sont les plus gentils petits canards qu'on ait jamais vus? Ils ressemblent d'une toute
manière étonnante à leur père, mais le coquin ne vient pas même me voir. Montrez-moi un peu cet œuf qui ne veut pas crever, dit la vieille. Ah, vous pouvez me croire, c'est un œuf de dinde. Moi aussi, j'ai été trompée une fois comme vous, et j'ai toutes les peines possibles avec le petit, car tous ces êtres-là ont affreusement peur de l'eau. Je ne pouvais pas venir à l'y faire rentrer, j'avais beau le happer et barboter devant lui, rien n'y faisait. Que je le regarde encore, oui, c'est bien certainement un œuf de dinde. Laissez-le là et apprenez plutôt aux autres enfants à nager. Non, puisque j'ai déjà perdu tant de temps, je puis bien rester à couvert un jour ou deux de plus, répondit la canne. Comme vous voudrez, répliqua la vieille, et elle s'en alla. Enfin, le gros œuf creva. Pip, pip, fit le petit, et il sortit. Comme il était grand et vilain, la canne le regarda et dit « Quel énorme caneton! Il ne ressemble à aucun de nous. Serait-ce vraiment un dindon? Ce sera facile à voir. Il faut qu'on aille à l'eau, quand je devrais l'y traîner. » Le lendemain, il faisait un temps magnifique. Le soleil rayonnait sur toutes les vertes bardanes. La mère des canards se rendit avec toute sa famille au fossé. Plast, et elle sauta dans l'eau, rap rap, dit-elle ensuite. Et chacun des petits plongea dans l'eau après l'autre. Et l'eau se referma sur les têtes, mais bientôt ils réparurent et nageaient avec rapidité. Les jambes allaient toutes seules et tous se réjouissaient de l'eau, même le vilain grand caneton gris. Ce n'est pas un dindon, dit-elle. Comme il se sert rapidement de ses jambes, et comme il se tient droit, c'est mon enfant aussi. Il n'est pas si laid. Lorsqu'on le regarde de près, rap rap. Venez maintenant avec moi, je vais vous faire votre entrée dans le monde et vous présenter dans la cour des canards. Seulement, ne vous éloignez pas de moi pour qu'on ne marche pas sur vous et prenez bien garde aux chats. Ils entrèrent dans la cour du canard. Quel bruit on y faisait! Deux familles s'y disputaient une tête d'anguille, et à la fin ce fut le chat qui l'emporta. Vous voyez comme les choses se passent dans le monde, dit la canne en aiguisant son bec, car elle aussi elle aurait bien voulu avoir la tête d'anguille. Maintenant, remuez les jambes, continua-t-elle. Tenez-vous bien ensemble et saluez le vieux canard là-bas. C'est le plus distingué de tous ceux qui se trouvent ici. Il est de race espagnole, c'est pour cela qu'il est si gros. Et remarquez bien ce ruban rouge autour de sa jambe. C'est quelque chose de magnifique et la plus grande distinction qu'on puisse accorder à un canard. Cela signifie qu'on ne veut pas le perdre et qu'il doit être remarqué par les animaux comme par les hommes. Ah non, tenez-vous bien. Non, ne mettez pas les pieds en dedans. Un caneton bien élevé écarte les pieds avec soin. Regardez comme je les mets en dehors. Inclinez-vous et dites rap. Ils obéirent et les autres canards qui les entouraient les regardaient. Ils disaient tout haut. Voyez un peu, en voilà encore d'autres, comme si nous n'étions déjà pas assez. Fifi donc. Qu'est-ce que ce canette-là? Nous n'en voulons pas. Et aussitôt un gros canard volant de son côté se jeta sur lui et le mordit au cou. Laissez-le donc, dit la mère, il ne fait de mal à personne. Donc, d'accord, mais il est si grand et si drôle, dit l'agresseur, qu'il a besoin d'être battu. Vous avez là de beaux enfants, la mère, dit le vieux canard en ruban rouge. Ils sont tous gentils, excepté celui-là. Il n'est pas bien vêtu. Je voudrais que vous puissiez le refaire. C'est impossible, dit la mère canne. Il n'est pas beau, c'est vrai, mais il a un si bon caractère et il nage dans la perfection. Oui, j'oserais même dire mieux que tous les autres. Je pense qu'il grandira joliment et qu'avec le temps, il se formera. Il est resté trop longtemps dans l'œuf et c'est pourquoi il n'est pas très bien fait. Tandis qu'il parlait ainsi, elle le tirait doucement par le cou et lissait son plumage. Du reste, c'est un canard.
Il a la beauté, ne lui emporte pas tant. Je crois qu'il deviendra fort et qu'il fera son chemin dans le monde. Enfin, les autres sont gentils. Maintenant, mes enfants, faites comme si vous étiez à la maison et, si vous trouvez une tête d'anguille, apportez-la moi. Ils firent comme s'ils étaient à la maison. Mais le pauvre cadet, qui était sorti du dernier œuf, fut pour sa laideur mordu, poussé et bouffé et baffé, non seulement par les canards, mais aussi par les poulets. Il est trop grand, disent-ils tous. Et le coq d'Inde, qui était venu au monde avec des éperons et qui se croyait empereur, se gonfla comme un bâtiment, toute voile dehors, et marcha droit sur lui un grand fureur, et rouge jusqu'aux os. Le pauvre cadet ne savait s'il devait s'arrêter ou marcher. Il eut bien du chagrin d'être si laid et d'être bafoué par tous les canards de la cour. Voilà ce qui se passa dès le premier jour, et les choses allèrent toujours de pis en pis. Le pauvre cadet fut chassé de partout. Ses sœurs même étaient méchantes avec lui et répétaient continuellement que ce serait bien fait si le chat t'emporterait, vilaine créature. Et la mère disait: je voudrais que tu fusses bien loin. Les canards le mordaient, les poulets le battaient, et la bonne qui donnait à manger aux bêtes le repoussait du pied. Alors il se sauva et prit son vol par-dessus la haie. Les petits oiseaux dont les buissons s'envolèrent de frayeur. Et tout cela parce que je suis vilain, pensa le caneton. Il ferma les yeux et continua son chemin. Il arriva ainsi au grand marécage qu'habitaient les canards sauvages. Il s'y coucha pendant la nuit, bien triste et bien fatigué. Le lendemain, lorsque les canards sauvages se levèrent, ils aperçurent leur nouveau camarade. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» disent-ils. Le canet se tourna de tous côtés et salua avec toute la grâce possible. « Tu peux te flatter d'être énormément laid, dirent les canards sauvages, mais cela nous est égal, pourvu que tu n'épouses personne de notre famille. » Le malheureux, est-ce qu'il pensait se marier, lui qui ne demandait qu'à la permission de coucher dans le ruisseau et de boire de l'eau du marécage? Il passa ainsi 2 journées. Alors arrivèrent dans cet endroit 2 jarres sauvages. Il n'avait pas encore beaucoup vécu, aussi était-il très insolent. « Écoute, camarade, dirent ces nouveaux venus, tu es si vilain que nous serions contents de t'avoir avec nous. Veux-tu nous accompagner et devenir un oiseau de passage? Ici, tout près, de l'autre marécage, il y a des oies sauvages charmantes, presque toutes demoiselles, et qui savent bien chanter. Qui sait si tu n'y trouveras pas le bonheur malgré ta laideur affreuse. » Tout d'un coup, on entendit pif paf, et les 2 jarres sauvages tombèrent morts dans les ruisseaux, et l'eau devint rouge comme du sang. Pif paf, et des troupeaux d'oies sauvages s'envolèrent des ruisseaux. Il entendit encore des coups de fusil. C'était une grande chasse. Les chasseurs s'étaient couchés tout autour du marais. Quelques-uns s'étaient même postés sur les branches d'arbres qui s'avançaient au-dessus des joncs. Une vapeur bleue semblable à de petits nuages sortait des arbres sombres et s'étendait sur l'eau. Puis les chiens arrivèrent au marécage. Plache, plache, et les joncs et les rousseaux se courbaient de tous côtés. Quelle épouvante pour le pauvre caneton! Il plia la tête pour la cacher sous son aile, mais en même temps il aperçut devant lui un grand chien terrible. Sa langue pendait hors de sa gueule, et ses yeux farouches étincelaient de cruauté. Le chien tourna la gueule vers le caneton, lui montra ses dents pointues, placht, placht. Il alla plus loin sans le toucher. Dieu merci, soupira le canard. Je suis si vilain que le chien lui-même dédaigne de me mordre. Il restait ainsi pendant que le plomb sifflait à travers les joncs et que les coups de fusil se succédaient sans relâche. Vers la fin de la journée seulement, le bruit cessa, mais le pauvre petit n'osa pas encore se lever. Il attendit quelques heures, regarda autour de lui et se sauva du marais aussi vite qu'il put. Il passa au-dessus des champs et des prairies,
Une tempête furieuse l'empêcha d'avancer. Sur le soir, il arriva à une misérable cabane de paysans, si vieille et si ruinée qu'elle ne savait pas de quel côté tomber. On s'y restait debout. La tempête soufflait si fort autour du canton qu'il fut obligé de s'arrêter et de s'accrocher à la cabane. Tout allait de mal en pire. Alors il remarqua qu'une porte avait quitté ses joncs et lui permettait par une petite ouverture de pénétrer dans l'intérieur, ce qu'il fit. Là demeurait une vieille femme avec son matou et avec sa poule. Et le matou, qu'elle appelait son petit-fils, savait arrondir le dos et filer son rouet. Il savait même lancer des étincelles pourvu qu'on lui frottait convenablement le dos en rebroussant le poil. La poule avait des jambes fort courtes, ce qui lui avait valu le nom de courte jambe. Elle pondait des œufs excellents et la bonne femme l'aimait comme une fille. Le lendemain, on s'aperçut de la présence du caneton étranger. Le marteau commença à gronder et la poule à clousser. « Qui est-il » dit la femme en regardant autour d'elle. Mais comme elle avait la vue basse, elle crut que c'était une grosse canne qui s'était égarée. « Voilà une bonne prise, dit-elle. J'aurai maintenant des œufs de canne, pourvu que je ne sois pas un canard. Enfin, nous verrons. » Et elle attendit pendant 3 semaines. Puis les œufs ne vinrent pas. Dans cette maison, le matou était le maître de la poule et la poule la maîtresse. Aussi, ils avaient l'habitude de dire nous et le monde, car ils croyaient faire à eux seuls la moitié et même la meilleure moitié du monde. Le caneton se permit de penser que l'on pouvait revoir un autre avis, mais cela fâcha la poule. Sais-tu pondre des œufs demanda-t-elle. Non. Eh bien alors, tu auras la bonté de te taire. Et le matou le questionna à son tour. Sais-tu faire le gros dos? Sais-tu filer ton rouet et faire jaillir des étincelles? Non. Alors tu n'as pas le droit d'exprimer une opinion quand les gens raisonnables causent ensemble. Le caneton se coucha tristement dans un coin, mais tout à coup un air vif et la lumière du soleil pénétraient dans la chambre. Et cela lui donna une si grande envie de nager dans l'eau qu'il ne put s'empêcher de parler à la poule. Qu'est-ce donc, dit-elle? Tu n'as rien à faire, et voilà qu'il te prend des fantaisies, pond des œufs, ou fait ronron, et ses caprices te passeront. C'est pourtant bien joli de nager dans l'eau, dit le petit canard. Quel bonheur de sentir se renfermer sur ses pattes et de plonger jusqu'au fond. Ça doit être un grand plaisir, en effet, répondit la poule. Je crois que tu es devenu fou. Demande un peu au minet, qui est l'aide le plus raisonnable que je ne connaisse, s'il aime à nager ou plonger dans l'eau. Demande même à notre vieille maîtresse. Personne dans le monde n'est plus expérimenté. Crois-tu qu'elle ait envie de nager et de sentir l'eau se refermer sur sa tête? Vous ne me comprenez pas. Nous ne te comprenons pas, mais qui te comprendrait donc? Tu croirais te plus instruire que Minet est notre maîtresse? Je ne veux pas parler de moi. Ne t'en fais pas croire, enfant, mais remercie plutôt le Créateur de tout le bien dont il t'a comblé. Tu es arrivé dans une chambre bien chaude, tu as trouvé une société dont tu pourrais profiter, et tu te mets à raisonner jusqu'à te rendre insupportable. Ce n'est vraiment pas un plaisir de vivre avec toi. Crois-moi, je te veux du bien. Je te dis sans doute des choses désagréables, mais c'est à cela que l'on reconnaît ses véritables amis. Suis mon conseil et tâche de pondre des œufs ou de faire ronron. Je crois qu'il me sera plus avantageux de faire mon tour dans le monde, répondit le canard. Comme tu voudras, dit la poulette. Et le canard s'en alla nager et se plongea dans l'eau, mais tous les animaux le méprisent à cause de sa laideur. L'automne arriva. Les feuilles de la forêt devinrent jaunes et les brunes. Le vent se saisit et les fit voltiger. En haut, dans les airs, il faisait bien froid. Des nuages lourds bandaient, chargés de grêle et de neige. Sur la haie, le corbeau croissait, tant il était gelé.
Rien que d'y penser, on grelottait. Le pauvre Canton était en vérité pas à son aise. Un soir que le soleil se couchait glorieux, toute une foule de grands oiseaux superbes sortit des buissons. Le canet n'en avait jamais vu de semblable. Ils étaient d'une blancheur éblouissante. Ils avaient le cou long et souple. C'étaient des cygnes. Le son de leur voix était tout particulier. Ils en étendirent leurs longues ailes, éclatant pour aller loin de cette contrée, et chercher dans les pays chauds des lacs toujours ouverts. Ils montaient si haut que le vilain petit canard en était étrangement affecté. Il tourna dans l'eau comme une roue. Il dressa le cou et le tendit en l'air vers les cygnes voyageurs. Il poussa un cri si perçant et si singulier qu'il se fit peur à lui-même. Il lui était impossible d'oublier ces oiseaux magnifiques et heureux. Aussitôt qu'il cessa de les apercevoir, il plongea jusqu'au fond, et lorsqu'il remonta à la surface, il était comme hors de lui. Il ne savait comment s'appeler ces oiseaux, ni où ils allaient. Mais cependant il les aimait comme il n'avait encore aimé personne. Il n'en était pas jaloux, car comment aurait-il pu avoir l'idée de souhaiter pour lui-même une grâce si parfaite? Il aurait été trop heureux si les canards avaient consenti à le supporter. Le pauvre être si vilain. Et l'hiver devint bien froid. Bien froid. Le Canton nageait toujours à la surface de l'eau pour l'empêcher de se prendre tout à fait. Mais chaque nuit, le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Il gelait si fort qu'on entendait la glace craquer. Le canet était obligé d'agiter continuellement les jambes pour que le trou ne se fermât pas autour de lui. Mais enfin il se sentit épuisé de fatigue, il ne remuait plus, et il fut saisi par la glace. Le lendemain matin, un paysan vint sur le bord et vit ce qui se passait. Il s'avança, rompit la glace et emporta le canard chez lui pour le donner à sa femme. Là, il revint à la vie. Les enfants voulurent jouer avec lui, mais le Canton, persuadé qu'ils allaient lui faire du mal, se jeta de peur au milieu du pot de lait, si bien que le lait rejaillit dans la chambre. La femme frappa ses mains l'une contre l'autre de colère. Il eut tout effrayé se réfugier dans la baraque, et de là dans la huche à farine, puis de l'abri on vole au dehors. Dieu, quel spectacle! La femme criait, courait après lui, et voulait le battre avec les pincettes. Les enfants s'élancèrent sur le tas de fumier pour attraper le Canton. Ils riaient et poussaient des cris. Ce fut un grand bonheur pour lui d'avoir trouvé la porte ouverte et de pouvoir ensuite se glisser entre les branches dans les neiges. Il s'y blottit tout épuisé. Il serait trop triste de raconter toute la misère et toutes les souffrances qu'il supportait pendant un hiver rigoureux. Il était couché dans le marécage entre les joncs lorsque le jour, le soleil, commença à reprendre son éclat et sa chaleur. Les alouettes chantaient, il faisait un printemps délicieux. Alors tout à coup, le Canton put se confier à ses ailes, qui battaient l'air avec plus de vigueur qu'autrefois, assez fort pour le transporter au loin. Et bientôt il se trouva dans un grand jardin, où les pommiers étaient en pleine floraison, où le sureau répandait son parfum et penchait ses longues branches vertes jusqu'au fossé. Comme tout était beau dans cet endroit, comme tout respirait le printemps. Et des profondeurs du bois sortit 3 cygnes blancs et magnifiques. Ils battaient des ailes et nageaient sur l'eau. Le canet connaissait ces beaux oiseaux. Il fut saisi d'une tristesse indicible. Je veux aller les trouver, ces oiseaux royaux. Ils me tueront pour avoir osé, moi si vilain, m'approcher d'eux. Mais cela m'est égal. Mais vaut être tué par ceux que d'être mordu par les canards, battu par les poules, poussé du pied par la fille de basse-cour, et que de souffrir des misères de l'hiver. Il s'élança dans l'eau et nagea à la rencontre des cygnes. Ceux-ci l'aperçurent et se précipitèrent vers lui, les plumes soulevées. Tuez-moi, dit le pauvre animal, et, penchant la tête vers la surface de l'eau, il attendit la mort. Mais que vit-il dans l'eau transparente?
Il vit sa propre image au-dessus de lui, et ce n'était plus un oiseau mal fait, d'un gris noir vilain et dégoûtant, il était lui-même un cygne. Il n'y avait pas de mal à être né dans une basse-cour lorsqu'on sort d'un œuf de cygne. Maintenant, il se sentait heureux de toutes ses souffrances et de tous ses chagrins. Maintenant, pour la première fois, il goûtait tout son bonheur en voyant la magnificence qui l'entourait et les grands cygnes nager autour de lui et les caresser de leur bec. Deux petits enfants vinrent au jardin, ils jetèrent du pain et des graines dans l'eau. Et le plus petit d'entre eux s'écria « En voilà un nouveau !» Et les autres enfants poussèrent des cris de joie. « Oui, oui, c'est vrai, il y en a encore un nouveau !» Ils dansaient sur les bords puis battaient les mains, et ils coururent à leur père et à leur mère, et revinrent encore jeter du pain et du gâteau. Et ils dirent tous « Le nouveau est le plus beau, qu'il est jeune, qu'il est superbe !» Et les vieux cygnes s'inclinèrent devant lui. Alors il se sentit honteux. Il cacha sa tête sous son aile. Il ne savait comment se tenir, car c'était pour lui trop de bonheur. Mais il n'était pas fier. Un bon cœur ne le devint jamais. Il songeait à la manière dont il avait été persécuté et insulté, pourtant partout, et voilà qu'il les entendait tous dire qu'il était le plus beau de tous les beaux oiseaux, et le sureau même inclinait ses branches vers lui. Et le soleil répandait une lumière si chaude et si bienfaisante. Alors ses plumes se gonflèrent, son cou élancé se dressa, et il s'écria de tout cœur « Comment aurais-je pu rêver tant de bonheur pendant que je n'étais qu'un vilain petit canard ?»